Ça c'est drôle. Non, c'est trop bizarre. Oh punaise. Oh, Incroyable. bon, je comprends rien pour l'instant à ce qui se passe, mais... C'est pas MeToo. pas mytho compatible, non. Bienvenue dans Spoiler Alert, vous êtes avec Flo et Fab et on espère que vous maîtrisez vos classiques parce qu'on va vous les spoiler en long et en large. Et aujourd'hui, nous sommes avec Salim et Thomas. Bonjour. 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 Vous allez bien? Bah oui. Oui, et toi? Ça Ouais. va? Vous êtes un peu stressé? Oh, Ça petit va, stress, mais ça va, Ça va, ça va. Bon, on se connaît bien, donc c'est Oui, donc oui, c'est on cool se de le connaît faire bien. ensemble, c'est ça, personne. Le cinéma, vous le regardez comment? Sur des plateformes, des trucs comme ça. Ok. Après, l'expérience de la salle, quand même, c'est Oui, on beaucoup essaie d'y plus- aller le plus souvent possible. Carte UGC, À fond. à fond, ouais, D'accord. Donc vous êtes plutôt cinéphile? Oui. Ok. Oui, oui. Bah, on essaye d'y aller quand même au moins une fois par semaine minimum, quoi. Ouais, Je pense. Ouais, je suis à 1 ou 3 fois, je pense. Ouais, Entre un ouais, et c'est trois, ça. ouais. ouais. Alors, est-ce que vous avez une petite idée du film que nous allons voir aujourd'hui? On s'est fait les paris. Oui, on s'est fait les paris parce que Salim avait pré-shot plusieurs choses. Bah, moi, je pense que le film sera français. Je sais pas, parce que j'ai entendu dire que le film durait 2 heures. Ok. Allez, je vais... Spoiler. J'y vais, ouais, je spoil. Et ben non, c'est pas un film français, on va faire Las Vegas Parano. Ah bah tu vois, c'est voilà, c'est l'autre, voilà. Bah très bien. Bah, très bien, en Très plus. bien. On connaît pas bien Guillaume en plus, nous, donc... Vraiment, oui, je Ça va connais être très nous. très On mal. connaît Ah mal. là là, vous allez faire une sacrée entrée en matière. oui, Oui, t'as vu quoi, lui toi L'armée des douze singes, et j'ai vu quoi d'autre? Ah, j'ai vu son Zéro Théorème. Il l'avait vu au cinéma. Si on prend vraiment les films les plus connus de Gilliam, il y a Sacré Graal des Monty Oui, Python, ça, indéniablement. Brasil, Ouais. Vas-y, non. l'Armée des 12 singes, effectivement. Il y a les frères Grimm aussi. Ouais, les frères Frères Grimm Grimm. que c'est ça, j'ai dû avec, voir quand j'avais 7 ans, tu vois. Et il a pas fait son Don Quichotte il y a quelques Oui, années avec euh, Adam Driver. Ouais, Oui, c'est oui. ça. Mais il a du mal. C'est je son crois, dernier non, film. Là, sur Las Vegas Parano, c'est un pur trip. C'est tout ce que je peux vous dire. Eh ben, écoute, hein. Bon, eh bien, n'attendons pas plus longtemps. Bah, vas-y, Flo, on se filme. C'est Benicio del Toro. Oui. Je me rappelle avoir dit un truc du style. Ça monte, ça y est, je décolle. Vaut mieux que tu conduises. Avec un look pas possible. Pas la peine de parler des chauves-souris, je me suis dit, ce pauvre type les verra bien, c'est tout. C'est avec la voix de Jim Carrey. Ouais, de ouf. Ouais, c'était l'époque où les doubleurs étaient vraiment bien, quoi. Bah, Tobey Maguire avec belle coupe de cheveux. C'est Tobey Maguire pour de vrai. Oui, c'est Tobey Maguire. Je sais pas que je Ici, l'ai reconnu. pays des chauves-souris. Je crois que c'est lui. Ah oui, c'est lui. Mais oui, t'as raison. Oh, putain. Mais c'est avant Spider-Man. C'est avant Spider-Man, ouais. En route. Je suis docteur en journalisme. C'est très important de dire putain, c'est une histoire vraie. Il y a des plans vraiment bizarres. Le truc de chorégraphie de caméra, c'est un peu... Putain, vous savez à qui vous devez vous adresser au moins vous le savez? Mais tu vois, je trouve ça moins hystérique que ce que je pensais du Oui, film, pareil. tu vois. Il y a des scènes, en fait. Ouais. Hey, merci de m'avoir pris. Je vous aime bien, vraiment. Vous en faites pas pour moi. Foiré. Il va me manquer. Tu penses que c'était la conso de Johnny Depp qu'ils ont utilisée pour le tournage ou, Ben, en vrai... Tom Jones. Et moi, j'aime bien le film, hein, pour le Oui, moment. pour l'instant, Moi, pareil, bien le j'aime film, bien. Moi, je trouve ça bien. Tu le prends, oui ou non, ce ticket? Allez, prends le ticket. Tu vois, c'est énergique, mais en même temps, il n'y a pas tellement de coupes. Mais non, parce qu'il y a des scènes. Ouais, il y a des scènes, tout Il y a à des fait. scènes. Il laisse vivre quand même le truc. Mais oui. Frayeur que je ressentais. Ah, mais il y a des... C'est des frics, en fait. Ils filment des Ouais. frics. Après, faut accepter la laideur, quoi. Non, c'est trop bizarre. Il y a vraiment des plans hyper chelous. Oui, bah ça, c'est les restes de Monty Python, un peu. De fou, ouais. Tu vois, on dirait du Wong Kar-wai mélangé avec David Lynch, un peu. Bah, Lynch, c'est les cheveux de la meuf, là. Mais... Tout à fait, la coupe. Votre suite n'est pas encore prête. Mais il y a quelqu'un. Oh, punaise. Incroyable. Retrouvé en plein milieu d'une saloperie de zoo bourrée de reptiles. Et quelqu'un servait de l'alcool à ces abominations. C'est dégueulasse. Ouais, un peu. Dis-leur de mettre leur putain de chaussures de golf. Descends-le. Non, pas tout de suite. Voir la suite.
Là, c'est pas mal. Oui, c'est pas mal Ça, aussi. c'est pas mal, ça. Ouais. Ouais, ça, c'est bien, ça. Kawasaki, Naiko, pur sang. Façon de finir les années 60. Ah, NCS, le gars. De ouf. Ça avait marché quand c'était sorti ou pas? Je crois que ça avait Ça marché. avait été un hein. succès, hein. Oui, je crois. hein. Tiens, mon gars. Merci. Finesse. Tom Jones, encore. Toujours Tom Jones. En fait, vraiment, dès Las Vegas, tu as Tom Jones. Et là, pareil, là, c'est... Mais là, non, mais là, c'est une rétroprojection, non, je pense. Oui, je pense. Ouais. Ouais, c'est ça. C'est jouer sur l'artificialité Bien sûr. volontaire des effets, tu vois. Bien sûr. Bah, je trouve que ça assume le parti pris que la prise de drogue reconfigure un peu l'ensemble des... Pour moi, c'est un peu le sujet, tu vois, vraiment. Et tu vois, c'est rare quand même d'avoir des films qui quand même assument ce truc-là, de le prendre quand même... Avec le matériau C'est technique. ça, exactement, Ouais, avec je suis le matériau d'accord. technique. Enfin, c'est pas simplement un élément de récit. Il se fait accompagner par les Royal Canadiens. Pourquoi quoi? Et après, c'est très typique, tu vois, ce cinéma des années 90. Ouais, bien sûr. Enfin, c'est comme chez Oliver Stone, quoi. C'est-à-dire c'est postmoderne, on assume l'artificialité intrinsèque. C'est ça. Pourquoi pas? N'est-ce pas un bon emplacement pour se garer? Un emplacement. Vous êtes sur le Se garer, trottoir. Où est les terres La mescaline ne me fait plus rien. Tu vois, tu sens que t'es dans un studio. Oui, pourquoi pas. Donc, le drapeau américain, on le malmène. Waouh. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Oui, c'est un chien. Oui, c'est un chien. Là, je pensais que c'était autre chose. T'en dirais un gros Un furet. furet, ouais. Du fait, monsieur? On vous paie pour baiser avec l'ours polaire. Quelle idée à la con. Bah oui. Oula. Quand est-ce que va s'arrêter la machine? Cameron Diaz, putain. Ah, mais... Ouais. Juste après The Mask, je pense. Oui. Ah oui, toute jeune. Envie de l'impressionner, bah vas-y, impressionne-la avec moi. Impressionne-la avec moi. Oh putain. Il a battre, regarde là. Ouais. Parce qu'on n'a pas eu beaucoup de morceaux depuis le début. On a eu Tom Jones quand même. On a eu Tom Jones. Tom Jones 2 fois quand même. Oui, mais On n'a pas grand chose qu'on a reconnu. Hein. Ouais. Bon, je comprends rien pour l'instant à ce qui se passe, mais... Je suis un peu perdu. ouais, je sais, oui. Mais c'est fait exprès. Mais c'est vrai que je comprends pas grand-chose. C'est qu'on peut tourner le dos à quelqu'un, mais jamais tourner le dos à un drogué. C'est clair. T'en sais quelque chose. Non. Tu vas être crevé en 10 secondes. En plus, il va falloir me disculper. Mes couilles. N'importe quoi. Sainte mère de Dieu. C'est moi. C'est le vrai. C'est vrai. Ouais, c'est le vrai, ouais. En plus, il lui ressemble, hein. Ouais, c'est moi, ouf, il est ouais. assez Il l'a looké pareil et tout. Ah ouais. Quelqu'un voudrait du LSD? Tu veux un pitch? Ah, Viggo Mortensen, bah voilà. Ah putain, c'est ça? Ah non, pardon. Ah oui, C'est le Baptiste Derelot? pardon, le batteur. Le bassiste. Le bassiste, je pense. Il joue dans Retour vers le futur. Room service. Quand même, je suis étonné, Tegan, j'avais oublié quand même parfois il a quand même le sens du 4 quand même. Le sens quand même de... Ouais. Non, puis il y a une efficacité narrative, quoi. Bien sûr. C'est très divertissant. Bien sûr. Mon avocat véreux, Maître Gonzo, était parti. Maître Gonzo. Ah oui. C'est quelle chanson de Dylan? Je sais pas du tout, je sais pas le titre. Je pourrais avoir un petit baiser avant que vous vous en alliez. Je me sens très seul ici. Bienvenue au Flamingo Hotel, monsieur. Mon arrivée fut mal goupillée. Oui. Pour cette saloperie de chambre, je vous assure, c'est absolument... Ah bah c'est unité spéciale, c'est... Il joue dans New York Unité spéciale, là. Je vais regarder. Et aussi un citron vert pendant qu'on y est. Je suis un citoyen respectable. Excellent choix. Et la suite, Lucy. Il est de notre côté. C'est bon, c'est que des portraits de C'est Barbara Barbara Streisand, on est Oui, d'accord. voilà, c'est Barbara ouais, c'est Streisand. que ça. C'est que le nez de Barbara Streisand partout. Arrête de parler comme ça.
Je suis même sûr qu'elle peut s'en faire 4 à la fois. Un peu daté. Hein. Ouais, c'est pas MeToo. Pas mytho compatible, non. Je veux qu'on la traite avec des égards. C'est une artiste et elle pourrait pas... Et d'imaginer ce qui se déroule dans pas l'esprit d'Astérix en vous. Oui, exactement, c'est la voix d'Astérix. Comment il s'appelle? Je sais plus du tout. C'est Karel? Roger Karel? Putain, mais de quoi il parle ce con-là? Il faut être raide à l'acide pour trouver Ça se voit que quand même à l'époque, on avait des vrais doubleurs. Ouais, c'est clair. Malheureusement. C'est clair. Il est déjà dans son roleplay Jack Sparrow. Tout à fait, oui, oui. Putain, oui, mais il y a vraiment du casting. Hein, Ouais, c'est un truc de fou, ouf. hein. Incroyable. Oh là là là. Adrénochrome. Adrénochrome. C'est des trucs de complotistes, ça, l'adrénochrome, non? Je sais pas du tout. Tout un ordre de complotistes là-dessus, là. Sur le sang des enfants et tout ça. Ah, c'est QAnon. C'est QAnon de fou. C'est drôle. Hillary Clinton, elle a fait un réseau où elle tuait les enfants, tout ça. Les Trumpistes, ils sont vachement là-dedans. Ah, j'avais pas fait le. Je me souvenais plus que ça s'appelait comme ça. L'adrénochrome, c'est ça. De la glande médullo-surrénale provenant d'une opération sur un humain encore vivant. Et voilà. Oui, oui. Oui, c'est le Tarantula de Jack Arnold. Oui, exactement. Premier film de Clint Eastwood. Non. Il joue un bombardier. Une bouchée de ce truc-là et tu deviendrais une espèce de putain de... Moi, ça fait peur un petit peu là depuis tout à l'heure là. Putain, quel bonichon! Oh là là. Ne me prends pas pour une conne, je sais ce que ça veut dire, saloperie de gros porc de mac à la noix. Le point d'interrogation était énorme. Ça, c'est drôle. Tu me connais pas. Je te connais. Allez, casse-toi. Oui, va te faire foutre. Il n'y avait qu'une route pour rallier Los Angeles. L'autoroute 15. On est quand même sympa la BO. Hein. C'était bien les années 60. Ouais, bah oui. Hein. Et tu vois, générique à la mort aux trousses. Oui, complètement. Complètement. Alors on est reparti après Las Vegas Parano. Qu'en avez-vous pensé? Épuisé. Ouais. Je suis un peu épuisé par le film. Ouais, pareil. Épuisé, mais pas dans le mauvais sens du terme, parce que bon, c'est très saturé en effet. Mais moi, j'ai été surpris en fait par, je dirais, le fait que je m'attendais à un film qui serait un peu hystérique, un peu excessif, mais il l'est. Ouais. Mais moi, ce que j'apprécie, c'est qu'on a des scènes. C'est-à-dire que ça va pas être un enchaînement de petits effets qui s'accumulent sans queue ni tête ou quoi que ce soit. On va tirer une situation, on va les tirer sur 10, 15, 20 minutes des fois. On va tester aussi la capacité du spectateur à supporter cet exercice-là, tu vois, de l'excès sur la durée. Mais je pense qu'on peut compter le nombre de scènes sur 1h40. Je suis pas sûr, sur un film moyen, je suis pas sûr que tu aies autant peu de scènes. C'est sûr, vraiment une quinzaine de scènes maximum en fait. Oui, c'est ça, et un nombre de lieux assez réduit en fait. Oui, c'est ça. Ouais. C'est ça, tout à fait. Hein. En fait, c'est un film qui a été tourné très rapidement. 50 jours. D'accord. Donc ça va avec ce que vous êtes en train de dire et votre sentiment, le fait qu'il n'y a pas pléthore de scènes, et c'est des scènes qui sont plus ou moins longues. C'est ça, tout à fait. Après, il y a quand même le côté trip de chaque scène. Bien sûr. Et c'est ce que je disais durant le film, c'est que je trouve que la qualité principale du film, c'est de poser la question de comment montrer un trip. Comment en fait les possibilités du cinéma peuvent justement être en adéquation avec le fait de ressentir un trip. Donc c'est pour ça qu'il y a plein de scènes où le regard de Johnny Depp en fait qu'il y a un bouleversement temporel ou bouleversement même de ce qui se passe à l'intérieur même des séquences. Et c'est vrai que pour le coup, comme je disais, c'est la qualité principale du film, c'est comment Terry Gilliam il se cache pas derrière des éléments de récit ou simplement des caractérisations de personnages, mais vraiment sur des questions de mise en scène propres. Oui, puis il y a des belles idées. Enfin, en fait, il y a cette idée qu'on verrait le film un peu filtré à travers le regard de Johnny Depp, et le regard qui est lui-même toujours derrière des lunettes fumées, dont la couleur va se projeter sur les murs. Quand il a les lunettes violettes, les murs sont violets. Quand il a les lunettes rouges, sont rouges. Donc, côté un peu expressionniste, en fait, de la mise en scène, qui est en fait un peu une spécificité anglaise, j'ai l'impression. Il y a une tradition, je crois, dans le cinéma anglais de ça, depuis Michael Powell dans les années 40 jusqu'à plus récemment des gars comme Joe Wright aussi, quand il fait Orgueil et Préjugés. C'est des cinéastes qui tordent, on va dire, le réel aux limites d'une représentation qui est un peu artificielle, volontairement, très baroque. Et là, c'est vrai que le sujet du film rentre en adéquation parfaite avec les expérimentations formelles de Gilliam,
qui font que ça passe plus naturellement peut-être que dans d'autres films que je connaissais de lui, où le caractère un peu excessif et un petit peu baroque de la mise en scène me pouvait sembler un peu en trop, quoi. Et en plus, ce qui est intéressant, c'est que j'ai l'impression, enfin, pour replacer Las Vegas Parano peut-être dans l'histoire du cinéma des années 90, où j'ai beaucoup pensé à Requiem for a Dream, où ces films-là, où je me suis dit que finalement, cet espace-temps-là des années 90 avec Tueur Né, avec Las Vegas Parano, c'était limite le sujet de la drogue devenait comment dire, un sujet, c'est pas montrer la répression. Alors qu'à partir de Requiem for a Dream, j'ai pas dans mes souvenirs un film qui montre autrement la drogue que dans sa phase de répressive. Oui, tu penses à Trainspotting aussi. Exactement. Voilà, moi j'ai pas mal pensé à Trainspotting aussi. Exactement. La consommation, les dangers qui y sont liés aussi, c'est-à-dire le caractère autodestructeur des personnages, mais une espèce de dernier rivage de l'hédonisme des années 60-70, quoi, qui est quelque chose qui a disparu, je pense, dans le cinéma contemporain. Et moi, je trouve que, enfin, je faisais la remarque à Salim, mais je trouve que ce côté film excessif, film baroque, film trip, et en même temps chaleureux, parce qu'il y a quelque chose dans la mise en scène qui fait que le traitement des couleurs, le grain de la photo 35, l'attention quand même portée au décor naturel aussi, fait que le film est assez enveloppant. Il a vocation, je dirais, à être divertissant en premier lieu et à proposer ensuite une sorte de monde un peu fou. Là où je trouve qu'il y a plein de bons films aujourd'hui, mais le cinéma américain arrive peut-être moins à être... Il y a un surplomb de sérieux un peu, je trouve, dans un certain nombre de films qui pourraient avoir ce type-là de sujet aujourd'hui. Je te rejoins et je prolonge avec le fait que, comme je te disais durant le visionnage, c'est que limite Gilliam assume totalement le côté artificiel justement de ce qu'il montre avec justement la vision. On voit que c'est du décor, que c'est du studio, que c'est... Et je trouve que ça participe justement à un côté presque ludique justement du film, et un côté justement accessible. On regarde, on voit que c'est faux, quoi. On joue. Et c'est pas déplété, il n'y a pas un côté où c'est parce que en fait le cadre dans lequel évolue 90% du film, c'est Las Vegas, et que c'est un décor de carton-pâte en fait. Oui, tout à fait. Et tu vois, j'ai pensé à Showgirls, un petit peu dans cette même réflexion autour de Las Vegas comme étant un espace de spectacle et un spectacle artificiel. Et du coup, ça va encore plus avec son sujet en fait. Donc c'est intéressant. On est en plein dans ce qu'on appelle le maniérisme, qui était à la mode dans les années 90. C'est-à-dire cette idée que, au fond, le réel n'existe que comme s'il était tapissé d'images qui le précomposent en fait. Et qu'au fond, on n'accède pas à la réalité, on accède toujours aux images, des images. Là, c'est très flagrant sur la manière dont, par exemple, les télés vont se reprojecter les images sur les murs. Et en fait, on est toujours en train d'observer une représentation artificielle en permanence. Juste une précision, pardon. En fait, Terry Gilliam, il est né américain. Oui, t'as raison, c'est vrai. Et il a été naturalisé britannique et il a renoncé à sa nationalité américaine en 2006. Je pense qu'il a adopté ce qui caractérise, je pense, une spécificité du cinéma anglais, en fait. En fait, il est parti des États-Unis en 67 et Hunter S. Thompson, il a écrit Fear and Loathing in Las Vegas en 71. Et quand Gilliam il a lu le livre, il s'est reconnu dedans, il a dit Thompson a couché tout ce qui avait fait que j'avais fui des États-Unis. Donc ça vient, il y a tout ça qui vient se nourrir. Il y a aussi une autre référence qui me venait à l'esprit durant tout le film, c'est les Freaks. C'est pour ça je parlais de Leder, de Benicio del Toro et Johnny Depp qui sont vraiment, alors qu'ils sont des acteurs plutôt beaux, ils sont assez laids d'une certaine manière, même dans leurs gestes, dans leur coiffure, dans leur façon de se tenir. Et que je me suis dit au fur et à mesure du film, et c'est notamment une scène lorsqu'ils sont à une conférence. Des procureurs. Exactement, et où je me suis dit, en fait, Terry Gilliam, quelque part, il confronte deux freaks différents, deux monstres qui se rencontrent. Et qu'au début, je pensais que c'était limite, il avait un côté un peu empathique, limite vis-à-vis de ces personnages-là, et en fait, non. Au fur et à mesure du film... quel personnage tu penses qu'il a Del Toro et Johnny Depp. Et au fur et à mesure du film, moi, je les ai trouvés de plus en plus... La scène du diner, elle est... Ah ouais, mais vraiment cruelle, quoi, à côté, vraiment des monstres. Même avant, en fait, avec Lucy. Avec Lucy, voilà, c'est ça, la transition, elle vient de là. La transition, c'est Lucy. Mais en fait, en vrai, si tu regardes, tous les personnages féminins, c'est problématique. Enfin, ils ont des rapports problématiques. Rien que dans l'ascenseur, aussi, c'est problématique. Bien sûr, mais au fur et à mesure, tu sens le côté monstrueux qui sommeille en eux et qui... C'est intéressant parce que 71, c'est une année qui est intéressante parce que c'est effectivement le moment où le mouvement Flower Power commence à avoir sa propre gueule de bois. On est 2 ans après Altamont et donc l'assassinat pendant le concert des Rolling Stones, qui est un peu la date charnière du passage des 60s aux 70s. Et tu sens que presque la trajectoire du film reproduit en fait
fait ce parcours-là. C'est-à-dire, bon, il y a une petite incise en 65, on le voit à un concert du Jefferson Airplane à San Francisco, mais on passe de l'euphorie à la gueule de bois assez massivement. C'est un peu appuyé d'ailleurs aussi, on peut y mettre des critiques aussi sur le film. Il a une manière de souligner, notamment avec la scène de trip à l'adrénochrome, que voilà, quelque chose se perd, qu'on entre dans la paranoïa définitive. On entre dans les fameuses années 70 dont tout le monde parle, là, quand on est cinéphile, de cinéma paranoïaque, et, Jean-Baptiste Auriat, tout ça, voilà. mais effectivement, on sent que le film travaille cette idée-là, un peu de trajectoire temporelle encapsulée, qui fait que ça fonctionne plutôt bien. Et d'ailleurs, une petite anecdote qui est assez marrante sur l'adrénochrome, c'est une drogue qui n'existe pas. C'est Terry Gilliam qui l'a inventée pour le film. Ouais. Tout à l'heure, tu parlais des théories du complot, on est Exactement, d'accord. C'est incroyable cette histoire quand même. Alors, si je puis me permettre, en fait, l'adrénochrome, ça existe, Ouais. mais ça n'a pas d'effet hallucinogène. Ouais. C'est vrai, comme le disait Florian, c'est une invention. Les complotistes QAnonistes s'en sont emparés et ont raconté tout un tas de conneries par rapport à ça. C'est incroyable. Ça prouve le pouvoir aussi symbolique du film. On se demandait si le film avait eu du succès, mais vraisemblablement, je pense que ça a marché. Alors, non. Non, ça n'a pas marché. Le film a coûté 18 500 000 $. Ce qui n'est pas énorme. C'est pas Non, très, très mais il bon en a budget. rapporté 10 millions. D'accord. Mais, d'accord, voilà. Donc il s'est planté en salle. En vidéo, il a dû marcher. Non Voilà. Ouais. Terry Gilliam dira je suis content que cette nappe phréatique ait perverti la jeunesse du monde. Il disait aussi que à la ressortie de Brésil, ils ont sorti un DVD ou un Blu-ray, et il a relu, parce qu'ils avaient mis toutes les mauvaises critiques, et c'est exactement les mauvaises critiques qu'il a eues pour Las Vegas Parano. De toute façon, c'est un cinéaste qui n'a pas toujours... notamment la critique française canonique, jamais été tendre avec Gilliam. Je pense que les cahiers l'ont toujours descendu, ou l'idée a dû toujours le descendre. Et il est tellement aux antipodes d'une certaine tradition, on va dire, que la critique française, tout à fait défendable par ailleurs, apprécie, on va dire, de cinéma dont le fondement serait purement documentaire. Lui, il prend l'exact inverse, c'est-à-dire que le cinéma n'est que effet spécial, distorsion de l'image, caractère excessif. Mais je trouve qu'il en fait quelque chose. Oui, c'est Bon, vrai. après, il allégorise presque. Le film, la scène du cirque, pour moi, c'est du club cirque à Las Vegas, c'est presque l'allégorie du fonctionnement du film où il dit bon, bah, très bien, je fais du cinéma de forain. Quoi. De la même manière que le cinéma c'est né dans les 7 origines, où on en met plein la vue et où le spectateur en prend plein les mirettes. Et eux-mêmes vont dans une fête foraine et vivent la même expérience. Et on vomisse presque, on s'en malade. Quoi. Donc c'est vraiment... C'est pas ce que tu m'avais dit d'ailleurs, Florian, à part, sur cette idée que le film c'était comme une expérience de fête foraine. Oui, c'est-à-dire, alors j'ai détesté le film la première fois que je l'ai vu. Ouais. Et après, je l'ai vu avec un ami où on ne savait pas quoi faire. On a allumé la télé, on est retombé sur le film. Et là, en fait, on était mort de rire parce que, pour le coup, je l'ai pris vraiment comme si je montais dans le Space Mountain et que je vivais quelque chose. Quoi. Ouais. Je pense que c'est vraiment ça l'objectif du film. Ouais. Enfin, moi, je suis d'accord, je suis d'accord. avec Après, toi ça que peut c'est- aussi être un horizon qu'on peut trouver limité, tu vois, au sens où c'est peut-être pas le film le plus profond qu'on verra sur ces questions-là, sur l'Amérique en tant que telle. Non, voilà, ce qu'on disait sur, par exemple, la 14e apparition du drapeau américain, peut-être un peu... Oui, un peu appuyé. Un peu appuyé, à un quoi. moment, On a c'est- compris que c'était un film qui commentait ce que c'était que l'Amérique. Oui. La question serait de savoir, est-ce qu'il a grand-chose à dire sur l'Amérique? Je sais pas. Bah, c'est peut-être Ou ça. des choses nouvelles, tu vois. C'est peut-être ça un petit peu le reproche principal que je pourrais faire sur le film. C'est que, déjà, c'est vrai que faire une succession de scènes et de faire des scènes qui s'étendent, etc. Bon, à titre personnel, c'est pas forcément le type de cinéma que j'affectionne le plus, en tout cas, en général. À un moment donné, je me suis dit, raconte-moi quand même quelque chose, un petit peu. Alors, vas-y, essaye de me faire un récit avec ça. Il y en a un, bien sûr, mais disons qu'à un moment donné, il y a des moments où j'étais un peu frustré de me dire, oui, d'accord, ça dure un quart d'heure, d'accord, c'est le triple, mais à la fin, oui, qu'est-ce que ta scène me raconte? Et c'est un petit peu, voilà, le défaut que je pourrais trouver à ce film, c'est à un moment donné, prendre du recul sur ce qui est filmé, et aller jusqu'au bout peut-être de son idée, aller peut-être jusqu'au bout de son récit, peut-être aller jusqu'au bout de son allégorie peut-être aussi, de son discours sur les États-Unis, etc. Après moi je suis d'accord, mais je l'ai pris un peu d'une manière différente, c'est que comme disait l'autre, la fiction c'est toujours le documentaire de son tournage, et il y a cette idée qu'au bout d'un moment je regardais juste les stratégies... Tu regardais les fils. Comment? Tu regardais les fils. Les fils, en tout cas j'observais qu'est-ce que c'était que tourner ce film, voilà. Parce
que c'était pas forcément l'aspect technique, tu vois, mais c'était vraiment comment ils interagissaient entre eux, on a l'impression qu'ils inventent, je sais pas si dans quelle mesure les stratégies de jeu étaient improvisées, ou inventées un peu en direct, ou préparées en amont. Non, alors en fait, donc c'est une adaptation du bouquin de Thompson. Ouais. Johnny Depp, il a vécu 4 mois avec Thompson. Ok, d'accord. Ils sont devenus amis. Ok. Certains habits, certains accessoires appartenaient à Thompson. D'accord. Même une voiture, il me semble. Ouais, une voiture. Donc porte-cigarette, lunettes, chemise, c'est vraiment... Il a le look Thompson, et c'est vrai que ça va aussi loin que Thompson lui a rasé les cheveux. D'accord. Pour qu'il ait la même coupe. Et donc pour le coup, il n'y a pas de... En tout cas sur... Thompson, très précisément, Depp est allé au plus près de ce qu'il était en fait. Une expérience mimétique. Ouais, carrément. Et que même en fait, à une projection, quand Thompson a vu le film pour la première fois, il était fou quoi. Il revivait les chauves-souris, il fait ah bien les putains de chauves-souris, vous les avez vues, tu vois. Il faisait un boucan de ouf et il a adoré le film. D'accord. Et il faut savoir qu'aussi, il y avait déjà Alex Cox qui avait écrit quelque chose, Depp et Del Toro étaient déjà engagés, et il y avait plusieurs réalisateurs qui étaient passés devant, je crois qu'il y avait Cronenberg et Oliver Stone. C'est intéressant. Bah, c'est les deux auxquels on a pensé Voilà, tout de suite. exactement. Et ils n'ont pas fait le film, mais à un moment, en fait, Gilliam est arrivé et il a repris le script, il a écrit, fait un premier jet en 10 jours, mais vraiment, il s'est vraiment concentré sur le bouquin. Et donc il est super fidèle au bouquin. D'accord. Alors c'est vrai que vous disiez pendant la projection du film que Depp était déjà dans un jeu à la Jack Sparrow. Moi je me suis dit à ce moment-là en fait, il s'est inspiré de Keith Richards. Pour Jack Sparrow, ouais. Et avant il s'est inspiré, vraiment il a copié Thompson. Mais je pense que Richard et Thompson c'est dans la même lignée quoi. C'est des rockstars. Ils ont des vies de rockstars. En tout cas, en tant que spectateur, moi, c'était la première fois que je voyais Johnny Depp dans un rôle comme ça, très maniéré, où il abuse sa façon de jouer. Ouais. Et après, quand j'ai découvert Pirates des Caraïbes, qui est sorti bien après, j'avais l'impression de revoir des mimiques de ce film, justement. Le grand public l'a découvert dans ce style avec Pirates des Caraïbes, mais en fait, je pense que la jeunesse, c'est ce film-là. Bien sûr, tout à fait. Parce qu'il n'a pas du tout le jeu auquel il nous a habitués dans les films de Burton, tu vois, qui est un jeu beaucoup plus froid, millimétré. Au début, en tout cas. Je pense à Edouard Main d'Argent et surtout à Ed Wood, tu vois, où il est quand même... Oui, ouais. Alors, Hunter S. Thompson, c'est un journaliste, un écrivain. C'est quelqu'un d'assez, très cultivé. Très jeune, je crois, à 8 ans, il pouvait lire des livres philosophiques, c'est un docteur en journalisme. Alors, c'est pas lui qui l'a inventé, mais c'est le pape du gonzo. En fait, le journalisme gonzo, c'est l'antipode du journalisme qu'on connaît. Donc c'est un journalisme, il écrit à la première personne, aussi une écriture féroce en fait. Et donc voilà, il fait partie de ce qu'il écrit. Et c'est vrai qu'il s'inscrit dans la Beat Generation. Il est dans cette lignée d'auteurs avec un côté marginal, qui usent et abusent de la drogue, mais qui ont un style baroque en termes d'écriture, qui sont, il y a un vrai univers avec eux. Et donc, alors pour en revenir avec sa relation avec Johnny Depp, en fait, ils étaient tellement amis qu'à la mort de Thompson, Johnny Depp a financé ses funérailles. Et il faut savoir que ces funérailles, c'était quand même quelque chose parce que il a envoyé ses cendres au ciel d'Aspen. Et en fait, c'était par un canon géant avec un point rouge, le point des Gonzo, en fait, avec un double pouce. Et en fait, il a balancé ses cendres. Voilà. Et Terry Gilliam dit qu'il était mort de rire à l'idée que la population d'Aspen, le lendemain, se retrouve à devoir nettoyer leur bagnole parce qu'ils avaient les cendres de Thompson sur leur voiture. Voilà, c'était vraiment complètement punk. Ça a coûté un bras à Johnny Depp qui a je crois, dépensé 3 millions de dollars pour ce truc-là. Faut aller voir les images, c'est quand même, quand vous voyez, c'est l'espèce de canon qui s'élève dans les airs avec un point énorme rouge. C'est un truc un peu démesuré, complètement fou, quoi. Mais tu vois, c'est marrant que la tradition du gonzo, j'ai l'impression qu'elle n'a pas... En France, on a eu Alain Pacadis, à ma connaissance, c'est le seul qui l'a peu perpétué, mais c'est vrai que je n'ai pas connaissance que ce type de journalisme existe encore aujourd'hui. Je pense que ça existe un petit peu, tu vois, il y avait un Vice, le site internet. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. Je pense que quelqu'un aussi, comme j'ai Virginie Despentes, a dû lire, tu vois. Oui, c'est ça. Tout un peu, culture punk, tu vois, Guillaume Bustan aussi, enfin des figures comme ça. Pour conclure, comment vous résumeriez ce film et si vous deviez en parler à quelqu'un, comment vous en parleriez ?
Oula, déjà, je serais incapable de résumer vraiment le film. Pas résumer, mais en fait, Mais, qu'est-ce que vous en retenez en fait? Pour moi, c'est vraiment un film qui pose la question de ce que c'est que les images, un monde fait d'images, un monde peuplé d'images. Comment on fait pour faire une reconstitution historique d'une période qui était complètement délirante? On va faire délirer les images. Voilà. Et donc c'est un film où les images, les plans délirent, les acteurs délirent, il y a une prolifération de sources d'images absolument permanentes. Et à la fin, l'idée, c'est que le spectateur délire avec le film lui-même. Alors après, on délire ou pas, mais je crois que c'est vraiment ce qu'il essaye de faire. Juste, je te coupe. Il faut savoir un truc qui vaut son pesant de cacahuètes, c'est que Terry Gilliam n'a jamais consommé de drogue. Et ça, c'est super fort. Ça, c'est vrai, oui, non, mais oui. Et il explique que sa pratique artistique lui procurait les mêmes effets que la drogue procurait à d'autres personnes. Donc il n'en a jamais pris parce qu'il savait que s'il en prenait, il ferait une bêtise qui lui coûterait la vie. Donc il a toujours été clean par rapport à ça et que c'est quand même étonnant que voilà, c'est un film hallucinogène par quelqu'un qui n'en a jamais pris. Et moi, ma conclusion sera ça, c'est que je trouve que le film, pour le coup, réussit son pari, malgré ce que tu me dis. C'est l'un des rares films où je me dis, ça peut ressembler à ça. Donc pour le coup, c'est pour ça que je dis quand même que le film est réussi de ce point de vue-là. Je dirais que si je devais recommander à quelqu'un, je dirais quand même, si tu veux avoir un peu conscience de ce que c'est qu'un trip peut-être au cinéma, peut-être que c'est ce film-là qui s'en approche, mais c'est vrai que on pourrait rapprocher de Fellini pour ça, c'est-à-dire que parfois tu avais l'impression que c'était des films faits avec qu'il était sous drogue, Fellini, alors que sans doute pas du tout, mais tu vois, et ça ressemble. C'est intéressant que Gilliam peut-être s'inscrit de loin ou proche dans cette filiation-là quelque part. Vous parliez de la plastique de Del Toro tout à l'heure. En fait, il faut savoir que pour ce film, il a pris 20 kilos en 4 semaines. Ouais, ça se voit. Oui, ça se Je voit. me suis dit qu'il n'avait pas le ventre normal. Non, c'est clair, c'est clair. Non mais en fait, c'est vrai que physiquement, il ressemble à Oscar Zeta Acosta, si je dis pas de bêtises, qui a vraiment existé, qui était avocat et l'avocat de Hunter S. Thompson. Et ce qui se passe à Las Vegas, ils l'ont vraiment vécu. Se dire que c'est un matériau autobiographique. Voilà, c'est-à-dire que après, voilà, c'est je sais pas à quel point c'est autobiographique, mais voilà, c'était deux sacrés gugus tous les deux. Et dans le livre, il y a aussi de la fiction, hein. C'est pas uniquement de l'autobiographie. C'est une autofiction en fait, on en revient à ce que tu disais tout à l'heure. C'est vraiment... Ne serait-ce que le trip est déjà une fiction en soi, en fait, donc, Sachant que c'est vrai qu'à la sortie du film, alors Gilliam il le savait, que ce serait un film clivant, et qu'il voulait pas de demi-mesure. Dans le public qui a aimé le film, il y avait des gens qui consommaient des substances hallucinogènes et ils s'y sont retrouvés en fait. Et c'est là où Gilliam il est très très fort. Et je vais rebondir sur ce que vous disiez, ces films fin des années 90 comme Tuarné ou même, plutôt Requiem for a Dream, je crois que c'est vraiment début 2000. Et il y en a un troisième. On parle de Trainspotting. Ouais, Trainspotting, où c'est vrai qu'on a un côté félanique à une représentation de la drogue qu'on avait avec le rock'n'roll dans les années 70, même peut-être dans les années 80, où la drogue c'est cool. Et là, c'est vrai que ces films-là dont vous avez parlé, c'est vrai qu'à un moment, on montre aussi le côté glauque et que, alors on peut se dire que c'est un aspect moralisant, mais c'était intéressant en fait de aussi montrer ce côté glauque. Et que c'est vrai que ce film-là, il est... c'est peut-être un point de bascule. C'est-à-dire qu'il y a un côté « Ah, c'est cool », mais il y a un côté « Ouais, c'est vrai qu'il y a plein de moments gênants. » Il est assez intelligent pour pas que ce soit non plus trop côté moral, un peu chape de plomb. Moi, je dirais qu'on est encore dans une vision un peu de la drogue comme quelque chose d'euphorisant et comme comment dirais-je, un idéal de contre-culture, un idéal libertaire. Là où effectivement, Trainspotting qui sort, donc ça c'est 98, je crois. Ouais, si je 98. ouais. Et Trainspotting c'est 96, ça doit être 2 ans avant, un truc comme ça. Ça. Et tu sens que dans Trainspotting, il y a déjà, on va montrer le caractère désespéré qui va se retrouver clairement dans Requiem for a Dream. C'est la transition. Donc Trainspotting annonce peut-être plus le cinéma qui va venir, là où ça serait peut-être le dernier feu d'un cinéma complètement libertaire, de ce cinéma des années 70 pour le coup, qui faisait de la drogue quand même un horizon nouveau à embrasser pour ouvrir les portes de la perception, comme disait Timothy Leary, qui est, je crois, évoqué dans le film. Bon, c'est chouette. Merci les gars. Merci à vous, beaucoup. c'était super. Ouais, c'était chouette. On a vu un bon film. On a vu un bon film. Vous aviez peur un peu peut-être. Non mais écoute, c'était parfait. Moi j'étais content de le voir, tu vois. Voilà, quand tu l'as annoncé, j'étais super content. C'était celui où j'étais content de le voir. Oui, vraiment. J'étais en mode, ah bah tiens, ça m'intéresse de le voir. Tu ça aurait été embêtant qu'on voit un film qu'on n'aime pas, tu vois. Enfin, c'est possible. Mais après, ça aurait été intéressant comme carrément. débat aussi. Eh bien, dites-nous en commentaire si Las Vegas Parano, ça vous a fait l'effet d'un trip hallucinogène. Si vous avez aimé, si vous n'avez pas aimé,
parce que c'est vraiment un film très très clivant. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager et à vous abonner. Et on se dit à la prochaine. Ciao.